du 22 novembre dans le cadre de B2Field qui est associé cette année à Transfo Digital Day. C'est la 4e édition de B2Field et on a souhaité cette année l'associer à un événement qu'on organise chaque année autour de la transformation digitale et qui était cette année focusé sur la partie intelligence artificielle. Donc, ce premier webinaire va démarrer dans quelques instants. Il s'inscrit dans l'animation B2Field, qui est donc un rendez-vous tous les 2 ans des acteurs des solutions numériques pour l'agriculture. On a élargi cette année également à l'agroalimentaire et qui est co-organisé traditionnellement par l'Agence de développement économique de la région Occitanie et par le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. Alors, l'agence ADOC, c'est l'agence de la région. Elle regroupe plus de 180 collaborateurs répartis sur tout le territoire, y compris dans les maisons de la région à l'international. Et elle accompagne toutes les entreprises dans leurs différents besoins de croissance, d'innovation, d'export ou de haut de bilan, et ce sur les territoires métropolitains, mais également dans différentes maisons réparties sur tous les départements. Ah, je crois qu'il y a un problème de son, non? Je vois dans le chat, il y a écrit problème de son. Hop. Vous le voyez ou pas? Oui, par contre, vous m'entendez, moi, non? Moi, je vois que mon micro est allumé, en tout cas. Tout va bien, me répond-on par ailleurs. Donc, je continue. Peut-être que la personne qui a un problème de son peut regarder ses paramètres. Donc, je suis Anne Portal, chargée de mission innovation sur les projets en agriculture et je suis basée à Montpellier. Merci Anne. Alors, nous, avec Nicolas, on est le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc, c'est un pôle de compétitivité sur l'agri et l'agro, basé dans le sud-ouest de la France, donc des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Et le but, c'est on accompagne des entreprises et des projets innovants dans les domaines dans les filières de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Hop. Voilà. Alors, pour cette table ronde, le titre de la table ronde, c'est d'accompagner la transition du secteur agricole. Donc, c'est vrai que dans l'agriculture, on entend de plus en plus parler de capteurs, de logiciels de gestion de parcelles, d'OAD, donc d'outils d'aide à la décision, ou de robotique. Et tous ces éléments-là gravitent autour des agriculteurs. Donc, ces outils, ils sont déjà présents et certains sont déjà bien implantés, mais ils continuent tout de même à chercher leur place dans ces filières-là et d'accompagner les multiples défis du secteur agricole. Donc, cette table ronde, présentée par Corentin Leroux d'Aspexit et Nicolas Nguyente d'Agri-Sud-Ouest Innovation, sera l'occasion de continuer à questionner la place des technologies numériques en agriculture et d'identifier un peu les risques et les enjeux d'un déploiement de ces technologies numériques. Voilà, Corentin, Nicolas, c'est à vous. Merci Emma de passer la main. Alors du coup, moi je vais être l'animateur et le naïf pour animer la discussion, mais c'est surtout Corentin qui va intervenir. Donc effectivement, en guise d'introduction, même si Emma, tu as très bien introduit ça, c'est effectivement, on parle beaucoup de transition numérique au niveau national. Moi, je travaille beaucoup au niveau européen et la transformation digitale, on ne parle que de ça. Mais on parle aussi de transition, enfin la double transition, donc transition numérique, mais transition agroécologique également. Avec cette conviction que le numérique va faciliter cette transition green en tout cas. Et la question qu'on peut se poser, c'est voilà, qu'en est-il vraiment? Il y a les questions qui sont derrière, c'est est-ce que les outils qu'on développe, tu as parlé d'OAD, Emma, est-ce qu'effectivement ça a un impact positif si on parle d'environnement, mais il y a aussi la question de l'empreinte environnementale des solutions numériques. Et puis, je pense que tu as d'autres idées, Corentin, autour de finalement, est-ce que avec le numérique, est-ce que c'est vraiment la question essentielle finalement aujourd'hui quand on parle de transition agroécologique? Alors, on va un peu revenir sur toutes ces notions-là, mais tout d'abord, peut-être que peut-être c'est même sûr, tu vas te présenter. Corentin, tu es fondateur d'Aspexit, tu es agronome, tu es vulgarisateur, blogueur, conférencier, data scientist, donc une palette de compétences assez impressionnante. Je te laisse peut-être la parole pour te présenter plus en détail. Merci Nicolas, merci pour l'invitation. Alors effectivement, pour me présenter, donc moi je suis agronome de formation et donc j'ai une expérience première en analyse et traitement de données. Moi, au départ, j'ai travaillé en thèse de doctorat sur les capteurs de rendement embarqués sur les moissonneuses-batteuses. Depuis 5 ans maintenant, du coup, j'ai développé mon activité de prestation de services
Et je la décline ici en 3 différentes activités. Alors j'espère que ce sera clair pour vous. En tout cas, c'est l'identité qu'on a essayé de se donner un petit peu. Au centre, vous avez donc moi en tant que personne. Donc moi, je me présente comme un vulgarisateur conférencier. Donc je publie notamment pas mal de dossiers de blog qui sont des dossiers assez longs en accès libre et qui mêlent agronomie, technologie numérique, énergie, climat, puisque c'est des sujets sur lesquels je suis assez engagé aussi en association. Vous avez une partie à gauche, Aspexit, qui est du coup plutôt un bureau d'études assez classique, où du coup je continue à faire des prestations en analyse de données, en agro-environnement de manière générale, des formations, où je suis certifié Calliope, et de l'accompagnement et du conseil en tout genre sur des projets numériques en agriculture. Et une troisième activité que vous voyez à droite, dont on va pas mal reparler aussi aujourd'hui, qui est du coup la plateforme WikiAgriTech, qui est du coup une plateforme de référencement d'outils numériques, qui est la nouvelle version d'une plateforme qu'on a lancée il y a 2 ans et qu'on a complètement revisité en termes d'expérience utilisateur, de base de données, de filtres, d'organisation, de classification d'outils. Vous avez peut-être vu passer, pour ceux qui s'intéressent au sujet, un livre blanc qu'on a lancé avec la chaire agrotique sur le sujet. Donc voilà, donc de manière générale, si vous voulez, donc j'ai une compétence, on va dire, technique, de laquelle je m'éloigne un petit peu, on va dire, qui était au départ analyse de données. Et maintenant, j'essaye de discuter un petit peu plus de la place des technologies en agriculture. Très bien. Alors pour en revenir, effectivement, tu as parlé de ta plateforme WikiAgriTech, on en parlera, mais peut-être un petit peu avant, si on revient sur quand on parle de numérique en agriculture, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur cette notion-là? Donc évidemment, il y a des notions d'agriculture de précision, etc., qui nous sont assez familières et qui sont traitées depuis longtemps, mais je crois que tu as préparé des choses pour revenir sur l'essentiel des fonctionnalités qui sont attendues pour le numérique. Est-ce que vous pouvez en passer agriculture. Ouais, est-ce que tu peux passer 2 slides, celle-là et celle d'après? Enfin, en gros, juste, enfin, rapidement, en fait, l'idée, c'est de dire que l'écosystème numérique en agriculture, il est vraiment très, très large, hein. Nous, sur la plateforme, on a référencé plus de 1500 outils. On est loin d'être exhaustif. On s'est concentré quand même principalement sur la production agricole. Donc, tout ce qui est effectivement aval, transformation, distribution, commercialisation, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas trop identifiées, nous, pour le moment, parce qu'on avait suffisamment de travail à faire sur les exploitations agricoles. Alors effectivement, quand on parle de numérique en agriculture, il y a plein de termes qu'on voit, plein de buzzwords un peu dans tous les sens. On parle d'agriculture de précision, d'agriculture intelligente, d'outils numériques. On a un peu du mal à s'y repérer. Donc nous, le travail qu'on a engagé, c'est d'essayer de mettre un peu de clarté là-dedans, et notamment d'essayer de définir, si vous voulez, les grandes fonctions des outils numériques. En gros, ce à quoi peuvent servir les outils numériques sur les exploitations agricoles, hein. J'entends vraiment que c'est notre périmètre d'action principal. Sur les grandes fonctions que vous voyez ici, on en a défini 5 qui sont questionnables, hein, qui pourront évoluer avec le temps. Une première que vous voyez en haut à droite qu'on a appelée observer et mesurer, où en gros là ici on vient recenser l'ensemble des instruments de mesure, capteurs, outils pour décrire, mesurer, quantifier de manière générale. Donc qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer tout ce qui est variabilité spatiale, variabilité temporelle des facteurs de production, donc des états de sol, de plantes, de climat. Avec des capteurs qui peuvent être à la main, embarqués sur machine, embarqués sur tout un tas de vecteurs. Et vous allez retrouver aussi tout ce qui est la robotique de surveillance, puisque du coup, c'est aussi des outils on va dire de screening, de scanning, un peu de ce que vous voulez, quoi. Vous avez une deuxième grande fonction en haut à gauche qui est ce qu'on a appelé organiser, gérer, commercer, où là, on va retrouver, si vous voulez, tous les outils qui permettent de centraliser, stocker l'information. Vous allez retrouver des portails de données, vous allez retrouver notamment aussi les logiciels de gestion parcellaire, donc en anglais les FMIS, Farm Management Information System, qui sont peut-être les plus connus pour ceux qui travaillent un peu dans l'écosystème, avec des outils comme SMAG, Équilibre, Mes Parcelles, etc. Troisième fonction, donc là je tourne dans le sens anti-horaire, conseiller, former, accompagner. Là, on va retrouver effectivement pas mal d'outils, alors des outils de modélisation, des outils d'aide à la décision, hein.
c'est ce dont on entend parler le plus possible, mais vous entendrez aussi parler d'outils d'aide à la gestion de risques, d'outils d'aide à l'identification de ravageurs, de maladies ou autres. Donc vous avez tout un écosystème assez large là-dessus d'outils présents. Une quatrième fonction, échanger, partager, collaborer. Alors là, j'ai envie de dire que c'est une fonction assez large, en fait, qui finalement dépasse peut-être la partie agricole, qu'on va retrouver en fait dans plein de secteurs différents. On va retrouver ici des outils collaboratifs pour travailler en groupe, en équipe, pour faire du recrutement. Vous allez retrouver tous les outils d'échange et de suivi de la donnée, parce qu'il y a quand même pas mal d'outils qui permettent d'échanger de la donnée entre une machine agricole et une base de données. On va faire du cloud to cloud, du cloud to machine. Vous avez des outils de télémétrie de manière générale. Et la dernière catégorie que vous voyez en bas à droite, agir et appliquer sur le terrain. L'idée, c'est de dire que jusque sur toutes les catégories que je vous ai présentées, en fait, on suit un peu le cycle de la donnée, si vous voulez, mais on n'a encore finalement rien fait sur le terrain. On a potentiellement généré de la donnée, on l'a transformée en information, on l'a transformé en connaissance, mais on ne l'a pas derrière actionné sur le terrain. Et donc là, vous allez retrouver tous les outils, donc principalement des outils robotiques, mais aussi des outils, si vous voulez, ce qu'on peut appeler des actionneurs, par exemple des systèmes d'ouverture automatique de portes en élevage, des systèmes automatiques, par exemple, quand vous avez des capteurs embarqués sur des machines agricoles qui vont actionner derrière un outil tracté. Typiquement, là, on se retrouve dans le cas d'actionneurs qui vont réaliser une action sur le terrain. Donc voilà, si vous voulez, les cinq grandes fonctionnalités. Grandes fonctions. Ouais. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que tu as recensé sur ta plateforme un peu plus de 1500 solutions. Je crois qu'on peut revenir sur ta diapo précédente. Plus de 1500 solutions. C'est pour la France ou tu as des solutions qui sont dans d'autres pays? Alors, on a des outils numériques qui sont référencés un petit peu partout, mais majoritairement, effectivement, on a des outils qui sont centralisés sur la France. Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est centré sur la production agricole. Oui, ce qui est quand même énorme. Ça veut dire qu'un agriculteur potentiellement pourrait avoir l'usage de ces 1500 outils. Alors, effectivement, là-dessus, en fait, si vous voulez, on a une entrée technologique, celle que je vous ai présentée avec les grandes fonctionnalités, mais en fait, pour aider aussi les agriculteurs à s'y retrouver dans cet écosystème, on a aussi des entrées qui sont plus métiers, c'est-à-dire qu'on va avoir des entrées par objectif de l'exploitation, puisque l'idée, c'est que les outils numériques répondent à des objectifs particuliers, qu'ils répondent à des activités agricoles sur l'exploitation, qui répondent à des filières particulières, qui répondent à des métiers agricoles. Donc tout ça, c'est des entrées qu'on a proposées pour essayer de naviguer un petit peu là-dedans. Le fait de faire des annuaires comme ça, quand on classe 10, 15, 20 outils, ça on s'en sort. Quand on commence à en classer autant que ce qu'on a essayé de faire, 1000, 1500, etc., on est obligé, si vous voulez, de proposer des fonctionnalités qui sont relativement larges, mais qui sont quand même capables de discriminer, parce que sinon, en fait, on s'en sort pas. Il y a une volonté, si vous voulez, de faire quelque chose d'assez fin, de trouver des termes qui sont très précis, mais qui sont quand même assez compréhensibles par le commun des mortels pour qu'on s'en sorte, sinon on va pas y arriver, quoi. Et ces propositions d'annuaires, là on en a fait un. Il y en a plein d'autres qui existent, on les a tous recensés sur nos livres blancs, qui sont des livres blancs dynamiques sur la plateforme. Et en fait, le problème qu'il y a avec ces annuaires-là, c'est que souvent le travail de catégorisation d'outils, d'organisation des outils en fonction d'objectifs, d'exploitation, d'agriculteurs, etc. C'est pas un travail qui a été fait, et du coup on se retrouve avec souvent des annuaires un peu fourre-tout. C'est souvent des annuaires qui sont financés par des fonds français ou européens, et en fait on se retrouve, une fois que les fonds sont abandonnés, avec des annuaires qui pivotent. Qui ne vivent plus, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, je reprends la main parce que le temps tourne et ce qu'on souhaitait, Corentin, c'était d'adresser effectivement la question de la transition du secteur agricole. Quelle est finalement l'intervention du numérique dans ce domaine-là. Si on revient sur ce qu'on appelle les transitions du secteur agricole, est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot finalement là-dessus? On est sur la transition agroécologique, donc on
on va vers on a l'espérance d'aller de faire évoluer l'agriculture vers des modes plus vertueux, en tout cas plus vertueux que ce qu'ils étaient jusqu'à présent, avec moins de pesticides, moins d'intrants, une utilisation en tout cas des intrants plus raisonnée. Est-ce que tu es d'accord avec cette approche-là? Ce qui est compliqué, ce qu'on demande au secteur agricole, c'est effectivement une transformation assez profonde. On voit effectivement qu'on est en train de vivre plein de crises différentes. On vit une crise du vivant avec une biodiversité qui s'effondre. On vit une crise climatique avec un dérèglement climatique qui est complètement hallucinant. Alors, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les actualités du moment, mais c'est assez terrifiant. On demande à des agriculteurs de devenir des combattants du carbone, entre guillemets, en venant stocker du carbone dans les sols. On a une réglementation toujours plus forte qu'on impose aux agriculteurs. On a à côté de ça potentiellement un consentement à payer qui est en face des consommateurs qui n'est pas forcément terrible. Donc on demande énormément de transition en même temps aux agriculteurs. Effectivement, transition agroécologique qui est un terme un petit peu fourre-tout, mais on a une transition climatique, on a un renouvellement de la population agricole, on a énormément de transformations à atteindre. Et du coup, se pose effectivement la question de tout ça, de l'apport du numérique pour servir ou accompagner ces transitions-là, sachant que le numérique, lui aussi, va devoir se transformer. C'est un peu ce dont on va discuter, parce que lui aussi, en fait, doit, on va dire, s'organiser pour répondre aux transitions où lui-même, il est sujet, quoi. La transition climatique, par exemple, le secteur du numérique doit y répondre lui aussi, quoi. Une transition avec un S, et d'ailleurs, je pense qu'on peut facilement aussi intégrer une dimension sociale ou sociétale aussi, qui est attendue, ça en fait partie également. Alors, sur la question de, si on se focalise sur la partie environnementale, et c'est déjà un gros morceau, moi j'aime bien cette approche, cette terminologie qui avait été développée avec Digital 113 dans le cadre du Green IT, c'était de se dire, OK, IT for Green, c'est-à-dire j'ai des solutions numériques qui sont on l'espère en tout cas, nous apporte des atouts d'un point de vue environnemental qui nous permettent de progresser d'un point de vue environnemental. Mais il y a aussi la question du green IT, c'est-à-dire qu'est-ce que mes solutions numériques elles-mêmes sont-elles green? Est-ce qu'elles n'ont pas elles-mêmes un impact aussi sur l'environnement? Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut regarder. Alors, est-ce que quelles sont sur la partie justement Green IT et l'impact environnemental des solutions numériques? Je pense qu'il y a des travaux qui sont en cours sur ces questions-là. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Il y a pas mal de travaux, hein, clairement, qui travaillent sur le sujet. Moi, je vais vous présenter juste effectivement cette slide du Shift Project, qui est un groupe de réflexion dont l'objectif, c'est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique en Europe. Effectivement, ils ont travaillé sur pas mal de secteurs, dont le secteur du numérique. Alors, le secteur du numérique, ce qui est effectivement compliqué pour nous en tant qu'humains, c'est qu'il est au cœur du fonctionnement de nos systèmes. On le voit absolument dans toutes les mailles de notre vie, et il a même intégré le secteur du service public. On l'utilise absolument partout. Et ce qui est inquiétant avec le numérique actuel, c'est qu'il est complètement incompatible avec les trajectoires que la France et une grande partie des pays du monde ont signées, notamment les accords de Paris, avec la COP21, où il y a un objectif qui a été fixé de limiter le dérèglement climatique à plus 2 degrés en 2100 par rapport à l'époque pré-industrielle. Incompatible parce que actuellement le secteur du numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, donc c'est énorme, hein, 4% juste pour le numérique. Il y a une augmentation qui est sans cesse croissante, 6%, c'est un chiffre que vous avez ici, qui est même potentiellement supérieur avec toutes les évolutions actuelles, par exemple des intelligences artificielles génératives. Donc 6% de croissance des émissions de gaz à effet de serre par an, c'est gigantesque. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les exponentielles, mais bon, on double la consommation, la consommation énergétique et en plus les émissions de gaz à effet de serre assez rapidement. Et malgré toute l'efficacité énergétique qui se passe dans le secteur du numérique, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus efficace pour stocker 1 kilooctet de données, on est de plus en plus efficace pour transmettre 1 kilooctet de données, pour traiter 1 kilooctet de données.
malgré toute cette efficacité énergétique-là, on voit que les émissions de gaz à effet de serre du numérique, elles vont pas diminuer parce qu'en fait, on se retrouve toujours avec des nouveaux usages, donc des effets rebonds, des effets induits, qui font que en fait l'efficacité énergétique ne permet pas de compenser toute cette augmentation, si vous voulez, d'utilisation du numérique. Ce qu'on voit, c'est assez classique. À partir du moment où vous mettez en place des intelligences artificielles génératives, en fait, tout le monde va se mettre à les utiliser. Et donc, du coup, vous avez une explosion des usages, vous avez un développement des infrastructures numériques pour répondre à ces usages-là. Et donc, malgré l'efficacité énergétique en place, vous vous retrouvez avec un impact croissant du numérique. Tu m'avais parlé de, je crois qu'il y a des thèses en cours sur des ACV, des solutions numériques, c'est ça? Ouais, alors effectivement sur le secteur. Donc là, c'était juste quelques éléments sur le numérique de manière générale. Sur le numérique en agriculture, donc moi je vous ai montré effectivement toute la panoplie d'outils, alors qui sont encore centrés sur les exploitations. Tu peux juste revenir avant, Emma, j'en parlerai après effectivement de celle-là. Toute la panoplie effectivement d'outils numériques qui sont appliqués à l'agriculture. La question qui va se poser, c'est de se demander déjà quel est l'impact du numérique agricole versus le numérique grand public, quel est l'impact du numérique agricole versus l'impact de l'agriculture de manière générale. En gros, est-ce qu'il y a un impact du numérique en agriculture ou non? Alors, sur le sujet, il y a quand même relativement peu de travaux, hein, très clairement. Souvent, on a tendance à mettre en avant la capacité du numérique pour engager les transitions, mais on est très peu capable de mesurer l'impact du numérique en lui-même. Donc, il y a des thèses en cours sur le sujet, notamment une thèse en analyse du cycle de vie à l'INRAE, par Clémence Huc, où en gros, eux, ce qu'ils essayent de mesurer, c'est déjà de définir les unités fonctionnelles de l'outil, c'est-à-dire qu'en gros, du coup, à quoi va servir l'outil et comment est-ce que je peux comptabiliser l'impact d'un outil numérique en agriculture. Est-ce que je comptabilise l'impact par kilogramme de blé produit, par hectare cultivé, par euro supplémentaire gagné, par temps de travail réduit. Donc, il y a plein, si vous voulez, d'unités fonctionnelles qui peuvent être utilisées pour mesurer l'état d'un outil numérique. Ce qui est compliqué, c'est que ces impacts-là, ils ne sont pas complètement évidents à mesurer. Et en plus, en fonction, si vous voulez, de l'unité fonctionnelle que vous allez choisir, donc si vous essayez de mesurer l'impact en fonction d'un kilo de produit, d'un euro supplémentaire gagné, etc., et les résultats de votre analyse de cycle de vie, elles vont être transformés. Enfin, elles ne vont pas être les mêmes. Donc, du coup, c'est de manière générale assez compliqué. Il y a des bases de données qui existent sur l'impact du numérique de manière générale. On pourrait calculer des empreintes environnementales du numérique en agriculture, mais malgré tout, les bases de données actuelles, elles sont, si vous voulez, je pense, assez limitées actuellement. On a des choses, par exemple, on considère que l'agroéquipement, les machines agricoles, c'est de la ferraille, alors qu'on est tous d'accord que maintenant, on a beaucoup d'électronique embarquée, on commence à avoir de plus en plus de capteurs, et donc du coup, on a, je pense, une empreinte carbone et même plus largement une empreinte environnementale des outils numériques qui sont je pense, sous-estimés en agriculture. Travailler sur ces sujets, ouais, besoin de travailler sur ces sujets-là, mais il y a des thèses en cours, effectivement. Mais l'intérêt de travailler avec des ACV, c'est que on va regarder la partie carbone, émissions de carbone, mais bien sûr, l'ACV permet de couvrir d'autres champs d'impact comme les métaux rares. Et c'est vrai que c'est une question qui a été abordée dans le passé. Enfin, voilà, on multiplie les capteurs, mais les capteurs peuvent comporter des composants, des terres rares ou des choses comme ça qui peuvent aussi poser des problèmes en termes de durabilité. Donc ça, c'est quand même intéressant qu'on puisse avoir des éléments effectivement sur l'empreinte environnementale du numérique. Si j'en reviens sur est-ce que finalement le numérique nous permet de progresser d'un point de vue environnemental, c'est toujours une question qui a été toujours difficile à apprécier finalement. Est-ce qu'on est capable de mettre des chiffres pour dire grâce à tel OAD, je vais gagner tant de pourcents, etc. Finalement, on n'a jamais été vraiment capable de faire ça. Mais au travers de la discussion qu'on a eue, Corentin, tu me disais finalement la question n'est peut-être pas forcément là. La question, c'est peut-être de regarder, non pas au niveau de l'exploitation, est-ce que je gagne tant de litres d'eau, etc., mais c'est la question de la déployabilité. Enfin, quand on regarde à une plus grande échelle, finalement, il y a des questions environnementales qui se posent
et qu'on ne se pose peut-être pas encore suffisamment. Je peux te laisser passer à la slide suivante, Emma, s'il te plaît. Effectivement, moi je trouve qu'actuellement, comment dire, on se pose pas des questions de prospective, c'est-à-dire que du coup, on est vraiment encore à des échelles assez bas niveau où on se dit, bon, on va comparer un outil numérique versus un outil non numérique, un itinéraire agricole avec du numérique versus un itinéraire agricole non numérique. Déjà, rien que ça, on a du mal. Mais la question qui va se poser pour moi, c'est qu'est-ce qu'en fait va impliquer en fait cette mise en place d'outils numériques. Sur les analyses de cycle de vie, effectivement, pour l'instant, tu l'as dit, on a une entrée quand même très centrée carbone, hein, parce que c'est des sujets du moment, c'est très humain-centré, et il y a effectivement plein d'autres sujets à aborder. Mais souvent, en fait, quand on regarde si un outil numérique a un intérêt versus un autre outil numérique, alors certes, on va réfléchir à l'échelle de l'agriculteur, de l'exploitation, mais on ne va pas se demander qu'est-ce qui se passe si on imagine un déploiement généralisé de cet outil à l'échelle d'une région, à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe. Parce qu'en fait, ça pose des questions complètement, complètement différentes en fait, si vous voulez. Ça pose des questions de dépendance, de risque, d'interrelations qui sont pas complètement claires. Typiquement, par exemple, ce que vous voyez ici, c'est un exemple que j'aime bien discuter maintenant, c'est l'exemple de la robotique. Ce que vous voyez par exemple, en bas à gauche, sur le déplacement des robots à la ferme. Typiquement, ça, c'est une question sur une analyse du cycle de vie à une échelle très bas niveau. L'idée, c'est de dire, actuellement, il y a des réglementations en cours qui font qu'on ne peut pas laisser les robots se déplacer tout seuls sans un opérateur à côté. On ne peut pas, du coup, les faire en sorte que les robots se déplacent de parcelle à parcelle, donc il va falloir les déplacer dans une machine. Donc, si on les déplace dans une machine, c'est-à-dire qu'il faut les déplacer dans une remorque, on prend la remorque, on emmène la remorque sur une autre parcelle, etc. Cette empreinte-là, cette empreinte de la remorque, elle est non négligeable au regard de l'empreinte carbone ou de l'empreinte environnementale du robot. Ça veut dire qu'il y a des réglementations en place qui empêchent, si vous voulez, qui conditionnent une empreinte environnementale supérieure. Mais ça, encore une fois, c'est à une échelle très très bas niveau, c'est à l'échelle de l'exploitation. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on ouvre et on imagine un développement généralisé? Qu'est-ce que ça veut dire si, par exemple, on dit, ok, les robots de désherbage mécanique, c'est super, on en veut. Très bien, on a travaillé à l'échelle parcelle. Et du coup, ça veut dire qu'à l'échelle France, par exemple, combien de robots on met en place? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'infrastructure numérique pour déployer les robots? Parce que potentiellement, à l'échelle d'un robot, je ne vais quasiment pas comptabiliser, si vous voulez, l'impact d'une antenne 5G, l'impact des infrastructures numériques autour pour stocker les données, parce que finalement, ça a très très peu d'impact, on va dire, unitaire. Mais par contre, si j'imagine un déploiement, les questions ne sont plus du tout les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles filières pour du coup être capable de fournir en robots les exploitations? Est-ce que du coup ça me génère des enjeux de dépendance à des flux de puces électroniques, de métaux, etc. Au vu de la contraction énergétique du moment et de l'approvisionnement énergétique et en matière qui est de plus en plus limité, est-ce que du coup, en déployant des robots à large échelle, je me mets en situation de risque et de contraintes non voulues? Ça, encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas du tout visibles à une échelle très fine. C'est vraiment que quand on parle de déploiement qu'on commence à se poser ces questions et qu'on peut potentiellement s'inquiéter. La question que vous voyez en bas à droite sur le surempilement de couches technologiques, il est aussi très prégnant. L'idée, ça va être de dire, ok, certes, je vais déployer des robots dans mes parcelles, mais est-ce que ces robots viennent remplacer mes tracteurs ou est-ce qu'ils viennent se rajouter dessus? C'est-à-dire que du coup, est-ce que je vais être capable d'amortir l'empreinte carbone de mon tracteur ou l'empreinte environnementale complètement avant de rajouter un robot, ou est-ce qu'au contraire, finalement, c'est deux outils qui vont évoluer en parallèle, et dans ce cas-là, je vais me retrouver avec un surempilement de couches technologiques. Quand on parle de déploiement, il faut vraiment se dire qu'en fait, déjà, on parle d'industrialisation, d'opérationnalisation, mais potentiellement, il faut aussi imaginer qu'une technologie numérique, elle ne se déploie pas sans d'autres technologies numériques.
on a toujours une compatibilité entre technologies. Donc en fait, si par exemple mes robots vont être déployés à large échelle, ça veut dire que j'imagine que je suis capable de déployer aussi des antennes 5G à large échelle, je suis capable de déployer aussi des capteurs embarqués à large échelle. Donc en fait, toutes ces questions-là qui sont des questions qu'on ne s'est pas forcément posées à une échelle basse, en fait, ça ouvre un champ des possibles très très large et c'est, alors je n'ai pas envie de dire que c'est inquiétant, mais du coup, ça amène à se poser de nouvelles questions et peut-être des questions un petit peu plus originales. Je ne suis pas du tout en train de dire que les années cycle de vie, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Au contraire, c'est très bien puisque ça permet de générer de la donnée et de la connaissance, puisque pour déployer, il va falloir avoir déjà aussi l'impact unitaire d'un robot. Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Si on revient par exemple sur les transitions dont on parlait rapidement tout à l'heure, sur la transition climatique par exemple, on peut imaginer qu'un outil numérique, par exemple un robot, un outil de pilotage azoté, ça a un potentiel de décarbonation particulier, certes, ça c'est clair. L'idée, ça va être de dire, quand on le déploie à l'échelle France, je vais essayer de potentiellement imaginer quel est le potentiel de décarbonation générale de cette techno-là. Mais encore une fois, il ne faudra pas oublier derrière tous les impacts qui vont être générés et comment est-ce que moi, je vais pouvoir considérer ces impacts-là à leur juste échelle, si vous voulez. Donc ça amène des réflexions intéressantes, effectivement. Et c'est un peu une tendance aussi qui a été quand même poussée ces quelques dernières années au sein de la chaire aéronautique, qui est de revenir à de la sobriété numérique, en tout cas d'évoluer depuis une vision assez techno-push vers quelque chose d'assez efficace et sobre. Enfin, le numérique n'est pas une fin en soi, en tout cas. Donc, resituons le numérique par rapport à un ensemble de pratiques et de différents leviers d'action pour aller vers ces transitions, finalement. Du coup, effectivement, là-dessus, il y a pas mal de choses à dire. Moi, ce qui me touche un peu en ce moment, c'est le fait de dire souvent, quand on va penser numérique, on va souvent penser à un numérique assez technologique. Et en fait, on va comparer le potentiel d'un outil high-tech versus ce qu'on fait actuellement. Et du coup, moi, cette question de cette référence qu'on choisit, on compare du coup un outil numérique à une référence, cette référence-là, pour moi, elle est très compliquée à définir. Typiquement, moi, l'exemple que je donne, est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Emma? C'est un travail que j'avais réalisé à l'époque sur la pulvérisation en viticulture. Où en gros, on a des objectifs ambitieux avec Ecophyto, alors qu'on n'arrive toujours pas à atteindre depuis 2018. Mais l'idée, ça va être de dire, en termes d'outils numériques pour faire ça, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Par exemple, j'ai des capteurs LiDAR pour modéliser en 3D l'architecture de mon végétal. J'ai des outils numériques pour, on va dire, modéliser les apports que effectivement je dois mettre, les apports de produits phytosanitaires que je dois mettre par exemple pour lutter contre les maladies cryptogamiques de la vigne. Et donc potentiellement, si je mets tout ça en place, je vais avoir effectivement une quantité de produits émis et une efficacité du produit relativement importante. Et donc on peut se dire, si on regarde, si on compare la façon dont est actuellement réalisée la pulvérisation en vigne, c'est super, il faut absolument aller dans cette direction-là. Sauf qu'en fait, cette référence, pour moi, elle est mal choisie parce qu'actuellement, les viticulteurs sont pas assez formés sur le sujet, ni d'ailleurs les conseillers et les techniciens. Le choix, il y a quelque chose à faire largement à faire sur le réglage du matériel, sur le choix des buses, sur utiliser effectivement, faire varier la quantité de produits qu'on met en fonction de la phénologie de la vigne de façon assez simple. Et donc en fait, rien que quand on fait ça déjà, le gap qu'il y avait entre la référence initiale et le high-tech, il diminue largement. Et donc du coup, moi, ma question, c'est plutôt de dire finalement, est-ce que le numérique est si intéressant que ça quand on fait tout ce qu'on peut pour éviter et substituer, par exemple, les itinéraires actuels. La question, moi, qui peut me gêner aussi, c'est à se focaliser trop sur des outils numériques, par exemple high-tech, ou du coup, effectivement, un peu ce que tu disais, des trajectoires un peu trop techno-push, potentiellement,
on empêche de réfléchir à d'autres propositions, d'autres trajectoires qui sont peut-être plus agronomiques, d'autres progrès agronomiques et qui sont peut-être moins technologiques. Tout l'argent en fait qu'on va mettre dans l'innovation technologique, c'est de l'argent qu'on ne va pas mettre dans ces innovations agronomiques-là. Donc il y a vraiment cette question de est-ce que finalement les trajectoires numériques très high-tech dans lesquelles je vais pouvoir m'engager, est-ce que ça va me bloquer certains itinéraires agronomiques autres que j'aurais pu faire ou dans lesquels j'aurais pu m'engager s'il y avait plus de recherche, plus d'argent ou moins d'engagement, par exemple, dans les... La techno nous conduit à faire la même chose, un petit peu mieux, mais nous encourage en tout cas à continuer, mais nous dissuade quelque part de réfléchir à d'autres alternatives, hein, c'est ça que tu dis. C'est cette question d'optimisation, quoi. Enfin, c'est vraiment actuellement le numérique, enfin, faut pas se le cacher, en agriculture, c'est principalement des technologies d'optimisation. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est grave ou c'est pas grave, c'est un peu le modèle agricole qui veut ça, le modèle de consommation alimentaire qui veut ça. Pour s'en sortir, effectivement, il faut réduire les charges, optimiser les charges, et du coup, le numérique, effectivement, est particulièrement pertinent pour faire ça. Mais du coup, en fait, on est juste en train de foncer droit dans le mur, mais un peu moins vite que prévu, en limitant les dégâts, et on n'est pas en train de proposer des alternatives. Actuellement, le numérique ne permet pas ou très peu, de répondre à des questions de substitution ou de reconception de modèles agricoles. C'est des choses qui pourraient être faites avec effectivement utiliser le numérique pour simuler des itinéraires différents ou autres, mais actuellement, c'est pas ce qu'on voit. Il y a des gens, alors du coup, j'en vois dans la salle, Bertrand, par exemple, qui est là, qui propose des outils numériques plutôt pour, par exemple, ce que je présentais dans mes grandes fonctionnalités, plutôt pour collaborer, travailler ensemble, s'organiser, architecturer la donnée de façon originale, différente, etc., créer des communautés d'utilisateurs. Et donc, du coup, là, c'est un apport du numérique, j'ai envie de dire, qui n'est pas centré sur l'agricole, qui pourrait être utilisé dans d'autres secteurs, mais qui est appliqué ici dans un cadre agricole. Mais du coup, ce n'est pas un outil spécifiquement agricole. Alors, je regarde l'heure, c'est passionnant de discuter avec toi, Corentin, mais nous avons assez peu de temps, et puis je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance. Voilà, non, pas pour l'instant, en tout cas pas par le chat, donc j'invite les participants qui nous écoutent éventuellement à poser leurs questions par la conversation de l'outil. J'ai une question en attendant, n'hésitez pas à poser des questions. Mais voilà, donc là, l'atelier est resitué dans le cadre d'Occitania, donc qui est un gros projet régional, European Digital Innovation Hub, donc centré de technologie, notamment avec de l'IA. Donc on va regarder comment est-ce qu'on peut effectivement déployer des services pour aider les entreprises à aller vers des solutions technologiques, notamment de l'IA ou du spatial. Avec tout ce que tu as dit, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement, c'est remettre un petit peu d'humain peut-être dedans, tout ça, les SHS Effectivement, là-dessus, moi, souvent, les communautés avec lesquelles j'interagis, c'est quand même des communautés très, très techniciennes, effectivement, qui essayent pas forcément de prendre du recul sur l'impact, effectivement, de ce qu'on essaye de mettre en place. J'ai l'impression qu'on est tous un peu convaincus finalement que la technologie, on va bien y trouver un intérêt pour accompagner les transitions dont tu parles. Il y a plein de buzz médiatiques sur le sujet et on ne prend pas assez de temps effectivement pour penser effectivement ce que tout ça génère. Moi, quand je vois actuellement le développement des intelligences génératives, moi, ça m'inquiète quand même, clairement. On fait effectivement plein de trucs. Moi, on en utilise. Par exemple, sur la plateforme des outils numériques que je vais présenter, on a mis en place des assistants conversationnels qui s'alimentent sur nos pages et nos outils pour effectivement apporter des réponses et de l'information. Mais quand on voit ce qui se génère derrière, ce que ça impacte, moi, je pense qu'il faut commencer à penser ça. Il y a une communauté du coup des sciences humaines et sociales, il y a des sociologues, il y a des philosophes qui commencent à réfléchir sur le sujet. Moi, je vous invite il y a un dossier que j'avais rédigé il y a 1 an et demi, 2 ans sur le sujet, parce que depuis 5-6 ans, en fait, on voit qu'il y a une explosion du nombre de publications de cette communauté-là sur le sujet. Alors, au départ, avec un prisme très, alors je ne vais pas appeler ça lutte des classes, mais sur la relation homme-machine, sur le remplacement du travail humain par du travail machine.
et qui pour moi manque un peu à avoir des implications beaucoup plus larges en fait qu'il y a sur le numérique, la gestion des données, etc. Parce que souvent c'est les propositions qui sont faites par ces communautés-là, c'est des cadres de pensée des années 70, 80 qui sont intéressants, mais qui sont, je pense, pas suffisants au regard des nouveaux questionnements sur le numérique et des intelligences génératives notamment. Mais en fait, la question du numérique sur les exploitations agricoles, ça pose plein de questions. Ça pose des questions d'identité pour effectivement que devient l'agriculteur sur le terrain, que devient le conseiller et le technicien, parce que du coup leur métier est complètement potentiellement transformé. On est sur des gens qui vont plus vendre par exemple juste des produits, mais qui vendent des services. Comment est-ce qu'on accompagne cette transformation-là? Comment est-ce qu'on fait en sorte de pas, on va dire, cornériser tous les acteurs agricoles qui vont pas forcément s'engager dans des trajectoires high-tech. Encore une fois, faut re-questionner la question de progrès. Je pense que c'est relativement important pour pas considérer que tous ceux qui mettent de côté les outils numériques ont rien compris ou sont pas innovants. C'est peut-être qu'ils ont fait un choix complètement construit sur le sujet. Je trouve qu'il y a plein de choses à penser en termes de fracture numérique, en termes de ce que je voyais dans cette littérature un peu des sciences humaines et sociales, c'est des fractures de précision, des fractures d'exactitude, dans le sens où en fait on va avoir des outils numériques qui sont centrés sur certaines cultures plutôt que d'autres. Donc du coup, ça veut dire que si on veut optimiser certaines productions, on va avoir tendance à s'orienter vers ces productions-là, puisqu'il y a des outils numériques dédiés et qui ne sont pas présents sur d'autres filières, sur des couverts plurispécifiques ou autres. On va se retrouver aussi avec le problème que le numérique il sert à mesurer des choses qu'on sait mesurer, mais quand on ne sait pas les mesurer, du coup, on ne les mesure pas. Donc du coup, on va avoir tendance à se simplifier la vie aussi. Bon, après, mesurer, c'est se simplifier la vie, on est d'accord, mais du coup, si on oublie que derrière, on sait qu'on ne mesure pas des choses, mais qu'on ne le dit pas, du coup, ça, pour moi, ça génère des problèmes. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'effectivement, il faut arrêter les outils numériques, parce que du coup, je ne suis pas complètement schizophrène non plus, mais il y a quand même l'idée de dire attention à ce qu'on fait, questionner un petit peu les impacts et les enjeux qui sont liés à ça. Et je vous invite du coup à vous rapprocher aussi des communautés des SHS, sciences humaines et sociales, pour vous intéresser au sujet, parce qu'eux aussi ont plein de choses à raconter, quoi. C'est ça la conclusion, en tout cas. Une question de On va mettre M. des de SHS. Richecourt. Excusez-moi. Vas-y, Anne. Monsieur de Richecourt, qui est en fait connecté avec le profil de Bertrand Gorge, je crois. Ouais, ok. Qui demande s'il y a des outils, qu'est-ce qui permettrait de prendre conscience de la limite de l'approche techno-push, ou plutôt que cette approche techno-push a des limites. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu dans la conversation, mais... Encore une fois, si on regarde juste un outil par rapport à un autre, je pense que encore une fois, c'est pas suffisant, puisque du coup, les transformations, elles sont tellement systémiques que c'est pas en intégrant un outil sur une exploitation agricole qu'on va s'en rendre compte, quoi. Faut vraiment essayer je pense que ces travaux de prospective, de penser vers l'avant, c'est ça qui va nous faire nous demander si finalement il y a de l'intérêt ou pas. Parce que sinon, en fait, on va être sur un tapis roulant, on va dire, à petite vitesse, et en fait, on va accepter, on va considérer que ces technologies agricoles-là, en fait, petit à petit, elles sont de plus en plus naturelles, puisque du coup, on les remettra pas en question. Et donc, du coup, c'est un peu un flow continu, si vous voulez, quoi. Donc, si on se pose pas les questions maintenant, à horizon 10-15 ans, en fait, naturellement, on va voir les technologies arriver et on n'aura pas le temps de se poser ces questions-là. Et si vous avez une approche très technicienne du sujet, effectivement, si vous regardez l'intérêt d'un outil de pilotage azoté versus pas de pilotage, bien sûr que ça a de l'intérêt, mais en fait, la question telle qu'elle, elle est un peu limitée. Encore une fois, est-ce que j'aurais pas pu avoir un autre itinéraire plutôt qu'utiliser cet outil de pilotage? Qu'est-ce que ça a demandé comme travail aux conseillers et à l'agriculteur derrière? Est-ce que finalement c'est si pertinent que ça sur je sais pas, toutes les composantes de l'ACV? C'est ça qu'il faut se poser pour moi comme question, quoi. Il
faut essayer de dézoomer vraiment de ce qu'on regarde, de la technologie qu'on travaille ou qu'on utilise, et peut-être changer d'échelle et au moins essayer de regarder les impacts sur tous les axes qu'on peut avoir sur une exploitation agricole, par exemple. Ça m'amène à faire un peu le lien avec le webinaire qu'on aura à 14h, hein, Nicolas et Emma. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, qui permet d'aborder les sujets de la mesure de l'empreinte environnementale et de la traçabilité notamment, mais peut-être de manière du coup à une autre échelle avec Parce qu'en fait, la mesure, encore une fois, enfin, avec une approche très technicienne, on a envie de tout mesurer, en fait. On a envie de tout simplifier, on a envie de binériser un peu tout, et ça s'entend. Mais quand on fait encore une fois, il y a plein de choses qui sont difficiles à mesurer. C'est-à-dire qu'encore une fois, mesurer l'empreinte carbone d'un outil numérique, ça, on va y arriver. Mesurer la quantité de produits, je ne sais pas, qui n'a pas été mis sur le terrain, ça, on peut le mesurer. Mais en fait, encore une fois, ça cache potentiellement plein de coûts qui ne sont pas imaginés, et c'est ça qu'il faut être capable de juger. Alors parfois d'un aspect peut-être moins quantitatif que qualitatif, parce que c'est difficile à évaluer. Mais par exemple, évaluer la pénibilité du travail, c'est difficile à mesurer ça. Et donc du coup, comment est-ce qu'on considère que le travail est moins pénible ou pas? Comment est-ce qu'on considère qu'il y a moins de charge mentale ou pas? Comment est-ce qu'on considère que le numérique permet effectivement de désynchroniser le travail, dans le sens où on va permettre à des éleveurs laitiers, par exemple, de retrouver un rythme de travail plus acceptable, mais du coup, est-ce que ça génère d'autres problématiques derrière? Et du coup, juste la mesure, c'est se simplifier. Donc, si on fait juste mesurer, c'est dommage. Il faut recontextualiser ces mesures-là, quoi. Très bien. On va dépasser un petit peu les temps. Question de... C'est un peu ce que dit Richard, effectivement, sortir de l'idée que de la mesure. Mesurer, enfin, souvent, ce que je dis, c'est, pour changer un système, il faut le mesurer. Enfin, ça c'est clair. Il y a un moment, il faut objectiver. On est d'accord. Mais en fait, il faut quand même comprendre comment est-ce que la mesure est faite. Typiquement, sur des outils de pilotage azoté, par exemple, les technologies, elles ne sont pas neutres. C'est-à-dire que du coup, en fait, derrière la construction d'une carte de préconisation, il y a un modèle. Si vous mettez plusieurs outils de pilotage azoté en parallèle et vous vous demandez de construire une carte de préconisation, vous n'aurez pas le même résultat. Donc ça prouve bien que derrière, il y a un schéma de pensée, il y a une stratégie de préconisation qui est différente entre les outils. Et donc, du coup, en fait, rien que ça, il y a un enjeu d'explicabilité de ces modèles, pour qu'en fait, on soit capable d'expliquer derrière pourquoi est-ce que, en fait, il y a un outil qui m'a proposé de mettre 150 unités, alors que l'autre, il m'a proposé d'en mettre que 20, quoi. Qu'est-ce qui fait que derrière, mes stratégies ne sont pas les mêmes? Et si ça, c'est pas clair, quand on présente l'outil numérique, en fait, il y a un problème. Et du coup, on est d'accord qu'il n'y a pas que l'enjeu de la mesure là, parce que du coup, je peux très bien mesurer combien j'ai mis sur le terrain, mais le modèle qui a été construit derrière, il a été construit avec une volonté particulière. Si c'est une coopérative, si c'est une firme phytopharmaceutique qui va faire le modèle, vous n'allez pas avoir la même stratégie derrière. Et ça, il faut que ce soit transparent, quoi. Je crois qu'on est arrivé au bout du temps. Il y a plein de remarques effectivement dans le chat. Là, c'est très bien. Qui abondent, mais pas vraiment des questions. Ou une petite dernière. Je ne sais pas si on va avoir le temps de traiter cette question de Marie-Pull, mais quid des mesures préconisations mondiales sur les réchauffements climatiques dans le cadre de ce sujet? La question que je disais tout à l'heure, encore une fois, c'est quand on pense les technologies numériques en agriculture, il faut aussi les replacer par rapport aux autres impacts du numérique, c'est-à-dire que le numérique en agriculture versus le numérique grand public, je pense clairement qu'effectivement, actuellement, le numérique grand public prend une place beaucoup plus importante que le numérique en agriculture. De la même manière, l'impact du numérique en agriculture versus la production agricole en tant que telle, c'est très limité. C'est-à-dire que du coup, mettre un capteur embarqué sur une machine versus, en gros, l'impact total de la production d'1 kilo de blé,
en fait, elle ne va pas se faire, on est d'accord, sur le capteur embarqué sur la machine. Enfin, c'est derrière, c'est l'ensemble du cycle de production qui est fait. Mais c'est important de repenser, de se repositionner sur ces questions-là, parce qu'encore une fois, si on imagine un déploiement, il y a de nouvelles questions qui vont se poser. Donc potentiellement, si effectivement on est juste sur la mesure de l'empreinte carbone tant que telle, potentiellement on va se dire ok, c'est cool. Parce que finalement ça aide à réduire de 10-15% l'empreinte carbone de l'agriculture, et l'empreinte carbone de l'outil en tant que tel, c'est un pouillème de l'empreinte carbone de l'agriculture totale. Donc finalement c'est ok, on peut aller là-dedans. Mais derrière, quand on déploie, ça pose d'autres questions, et peut-être pas du coup que sur des questions de climat ou autre, mais plutôt ça va peut-être poser des questions de risque, de dépendance, de verrouillage, et de se dire si on rentre à fond là-dedans, est-ce que dans 15-20 ans, si on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée, est-ce qu'on est capable de revenir en arrière, ou est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce qu'en 2040-2050, dans une agriculture qui s'est transitionnée, est-ce qu'il y a encore de la place pour ces technologies-là, ou est-ce qu'elles ont juste servi à accompagner les transitions et derrière, il n'y en a plus besoin? C'est ça aussi les questions qu'on peut poser, quoi. Auxquelles on n'a pas encore toutes les réponses, je pense, mais qui peuvent attirer de futurs débats très riches autour de ces questions. Je suis désolée, je vais être obligée de mettre fin à ces échanges dans ce webinaire très intéressant. Merci Corentin et Nicolas pour l'accompagnement de la réflexion. On n'avait pas beaucoup d'auditeurs, mais je pense qu'on pourra, si vous en êtes d'accord, proposer un replay vers ce webinaire pour pouvoir inspirer d'autres personnes qui n'ont pas pu se connecter. Et ce que je vous propose, c'est de continuer la réflexion justement en vous reconnectant sur la plateforme pour suivre les prochains webinaires dans le cadre de Bit2Field associé à Transpo Digital Day. Donc à 14h autour de traçabilité et RSE dans l'agri-agro. Et puis à 15h sur un sujet plus spécifique qui est ce que peut apporter le numérique à l'industrie agroalimentaire elle-même. Donc je remercie les participants, les intervenants et notre partenaire Agri-Sud-Ouest Innovation pour l'organisation de ce webinaire. Je vous dis à bientôt, à tout à l'heure, j'espère, dans le cadre de la journée Bit2Field Transpo Digital Day. Merci Corentin. Merci.